Bonsoir à tous et à toutes. Après plusieurs essais dans le domaine musical, j'avais envie de revenir à ce qui faisait l'essence de ma chaîne et j'avais envie de vous parler de cinéma. Revenons à notre cinéma parce que c'est quand même l'objet de toutes mes vidéos. C'est avant tout dans cet intérêt-là que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. C'est parce que le cinéma me passionne. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de se revendiquer cinéphile avec tous les outils que nous avons à disposition, que ce soit les plateformes de streaming ou alors les DVD. Je voudrais revenir rapidement sur ce que j'ai vu sur Twitter récemment. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu Le Parrain que tu n'es pas cinéphile. D'ailleurs, je l'ai pas vu non plus. Un cinéphile, comme le dit la définition, c'est avant tout être un amateur de cinéma. Personnellement, j'adore qu'on parle de cinéma en me conseillant ou en décortiquant des films pendant des heures. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. J'avais envie de vous partager mes goûts personnels en vous conseillant des films qui sont chers à mon cœur. J'en ai sélectionné 5 en tout pour ce premier épisode, et si vous aimez ce genre de vidéo, j'en referai d'autres. Dans cette sélection, il y a un peu de tout. Du classique, du récent, de l'horreur, de la comédie, j'ai voulu qu'il y ait un choix assez éclectique pour toucher un peu tout le monde. On va donc commencer sans plus tarder par le premier film qui n'est autre que Lost in Translation. Lost in Translation, c'est l'histoire d'un acteur mondialement connu qui se retrouve au Japon pour tourner une publicité pour un whisky, seulement la célébrité l'ennuie profondément. Un soir à l'hôtel, il va rencontrer une femme qui, elle, est laissée de côté par son mari. De là va commencer une romance entre les deux personnages. Lost in Translation est un de mes films préférés et une des plus belles histoires d'amour du cinéma. Le film est réalisé par Sofia Coppola et je trouve sa réalisation très douce et observatrice. On pourrait le résumer à une visite du Japon et de ses alentours. Il y a des longs moments où la caméra se balade dans la ville avec les personnages sans qu'il y ait besoin de mots, simplement une musique qui accompagne le plan. Bill Murray est extrêmement drôle tant ses expressions du visage suffisent à nous faire sourire. Pour ceux qui connaissent Scarlett Johansson grâce à son rôle de Black Widow, vous allez la découvrir sous un autre angle. Malgré tous les blockbusters qu'elle ait fait, on oublie trop souvent que c'est une très grande actrice. Lost in Translation est un film qui nous questionne sur le temps. Malgré une vie dans laquelle on n'est pas forcément épanoui, il existe quelques échappatoires qui nous permettent de rêver le temps de quelques instants. C'est un film qui fait chaud au cœur, qui donne envie d'aimer et d'apprécier chaque moment de la vie. C'est d'une beauté inégalable. On va donc passer au film suivant qui s'appelle La Nuit du Chasseur. Now the screen receives that same creative, electrifying impact. The Night of the Hunter. Dans une Amérique rurale, un homme d'église poursuit 2 enfants dont le père vient d'être condamné pour vol et meurtre. Avant son arrestation, le père avait confié à son fils $10 000 dont il ne doit pas révéler l'existence. Cependant, le pasteur va être mis au courant. La Nuit du Chasseur est un film de 1955 et la date peut en refroidir certains. Mais je vous assure que vous ne serez pas déçus de ce visionnage. Ce film est un conte que nos parents ou nos grands-parents auraient pu nous raconter le soir avant d'aller dormir. On a ici affaire à une histoire assez angoissante sur la manipulation. Le fait que l'on suive des enfants ne permet donc pas de classer cette œuvre comme étant horrifique, mais elle a permis à d'autres comme Halloween d'exister. Plus je regarde des films en noir et blanc, plus je trouve que les films d'époque ont une classe que l'on ne retrouve pas aujourd'hui. Ici, on a un Robert Mitchum vraiment effrayant tant il jongle entre la bienveillance et la folie. C'est le premier et le seul film du réalisateur, et c'est vraiment dommage car il a une manière de filmer les contes qui est fabuleuse. Même si le long métrage est en noir et blanc, la réalisation est si belle et inventive qu'elle nous permet de percevoir des couleurs que l'on ne voit pas. On peut également noter qu'il y a un réel travail sur les ombres. On aperçoit dans la nuit le pasteur à travers son ombre qui est reflétée par la seule lumière qui éclaire la rue, ce qui renforce encore plus cette imagerie de la figure du méchant. Si vous voulez vous pencher vers des anciens films qui ont fait le cinéma et que l'on connaît, regardez La Nuit du Chasseur, et vous verrez que de nombreuses œuvres se sont inspirées de ce dernier. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est une très belle porte d'entrée vers un cinéma d'époque. Pour ceux qui aiment les histoires sur les psychopathes, ce film est fait pour vous. Car oui, nous allons parler du Silence des agneaux. Thank you, Clary. Thank you. Le Silence des agneaux raconte l'histoire d'un psychopathe nommé Buffalo Bill qui sème la terreur en kidnappant des jeunes femmes en les assassinant. Clarice Starling est une jeune agent du FBI. Elle a pour mission d'interroger un certain Hannibal Lecter pour avoir des réponses par rapport à ses nouveaux crimes. Petit à petit, elle va en apprendre plus sur lui et de ce postulat va naître un lien d'obsession entre eux. Ce film est classé dans la catégorie horreur, mais je trouve que thriller le correspond mieux. Même si le personnage d'Hannibal Lecter peut dégoûter par son intérêt pour le cannibalisme, il n'en est pas néanmoins inintéressant, bien au contraire. Ce personnage nous fascine car malgré tous les meurtres qu'il a pu faire auparavant, il reste très calme et est presque sympathique. On essaye alors de comprendre comment nous manipule-t-il. Ce film est un classique du genre policier. Anthony Hopkins et Jodie Foster forment un duo très marquant tant leur alchimie fonctionne.
On a le droit à de vrais moments de tension durant tout le film. On a envie de savoir jusqu'où l'enquête va mener le FBI, tant l'ambiance est poisseuse et lugubre. La dernière partie du film fait d'ailleurs penser à Massacre à la tronçonneuse au niveau de l'ambiance et du côté très sale de l'image et des décors. Si vous voulez découvrir un classique du genre policier et observer la splendide performance du duo Hopkins-Foster, je vous conseille donc de vous jeter sur Le Silence des Agneaux. On va maintenant partir sur un côté plus horrifique, car oui, on va parler de Get Out. Get Out raconte l'histoire de Chris qui va devoir surmonter une étape importante de sa vie, à savoir rencontrer les parents de sa copine. Cependant, en arrivant dans la maison, Chris va se rendre compte petit à petit qu'il n'est pas le bienvenu dans la famille. Get Out est pour moi un des meilleurs films d'horreur de ces 10 dernières années. Ce qui est assez intéressant, c'est que la bande-annonce ne nous vend pas ce que l'on va voir et c'est très malin de la part des studios. Quand le twist apparaît vers la deuxième moitié du film, les mots et les regards prennent un tout autre sens. Ne vous faites surtout pas spoiler Get Out, ce serait vous gâcher le message principal du long métrage. C'est pas tellement un film horrifique, mais c'est avant tout l'ambiance qui joue sur les émotions. Dès les premières secondes du film jusqu'à la scène finale, le réalisateur ne vous lâchera pas et vous ne pourrez vous défaire de cette ambiance pesante et inquiétante. Le film a gagné l'Oscar du scénario original et c'est totalement mérité tant l'écriture fait l'originalité de cette œuvre. La réalisation est assez innovante, notamment durant les scènes d'hypnose où l'on nous fait voir un rêve comme si on le vivait. Après Get Out et Us qui est sorti l'année dernière, on peut facilement reconnaître la patte de Jordan Peele, et c'est souvent signe d'un grand talent de metteur en scène. Le seul point que je pourrais lui reprocher, c'est son humour un peu trop intrusif qui désamorce certains moments de tension. Mais là je chipote car à aucun instant cela ne nuit à la qualité du long métrage. Si vous voulez voir un très bon thriller horrifique avec un message de fond rarement abordé dans l'horreur, foncez voir Get Out et en plus depuis peu, il est disponible sur Netflix. Donc là, vous avez aucune excuse pour ne pas le voir. On va enfin passer au dernier film dont j'avais envie de parler et c'est encore un film d'époque, on va parler de Fenêtre sur cour. In this story of a romance shadowed by the terror of a horrifying secret. Fenêtre sur cour raconte l'histoire de Elbert Jeffries qui, à cause d'une jambe cassée, est contraint de rester chez lui dans un fauteuil roulant. Étant un homme hyperactif, il pense qu'il peut trouver un intérêt à ses journées en étudiant le comportement de ses voisins d'en face. Ses observations l'amènent à la conviction que l'un de ses voisins a assassiné sa femme. Fenêtre sur cour, je l'ai rattrapé il y a quelques mois sur Arte et si je pouvais vous donner un conseil, c'est d'être patient. Le soir où je l'ai vu, j'ai trouvé les 30 premières minutes assez lentes, mais en sachant maintenant ce qui suit, elles valent le détour. C'est un film qui prend le temps d'introduire son univers, ses décors, ses personnages pour qu'on puisse totalement être impliqué dans l'histoire. Hitchcock est un réalisateur avec lequel j'ai énormément de retard. Pour l'instant, je n'ai vu que Psychose, Sueur froide et Fenêtre sur cour, qui est mon préféré des trois. La raison pour laquelle je suis en admiration devant ce long métrage, c'est la manière dont le réalisateur a de raconter des petites histoires dans une grande histoire. Pendant que le personnage principal observe ses voisins, on a accès à la vie privée des habitants et donc à leur quotidien. On se préoccupe donc plus des péripéties des voisins que du personnage interprété par James Stewart. J'ai toujours trouvé fascinant de connaître la vie de personnes que l'on côtoie mais que l'on ne connaît pas personnellement. Dans ce film, on a donc affaire à du voyeurisme, mais malgré une pratique complètement malsaine, il y a une certaine curiosité qui y émerge. On a envie de savoir la fin de toutes ces petites histoires que l'on suit par le biais des yeux du personnage principal. Si je ne vous ai toujours pas donné envie de voir ce film, Grace Kelly joue dedans et c'est la plus belle femme du monde, après Nathalie Portman, quand même faut pas abuser. Cette femme transpire la douceur, la sagesse et est en même temps assez courageuse pour suivre les idées de son conjoint. Sinon la mise en scène est magnifique, on a une caméra qui ne cesse de se balader de fenêtre en fenêtre pour imiter le regard du personnage qui divague d'appartement en appartement. Si vous voulez vous ouvrir à un cinéma dit plus ancien, regardez Fenêtre sur cour. Aujourd'hui encore, je trouve que malgré sa narration un peu lente et ses effets visuels un peu datés, c'est un film rempli de beauté et de modernité. Dès que vous serez pris par l'intrigue, il vous sera impossible d'arrêter le visionnage sans savoir le fin mot de l'histoire. Et voilà, la sélection est terminée. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans les films que j'ai choisis, j'ai hâte d'avoir vos retours dessus. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de découvrir plein de films. Aujourd'hui, l'ère d'internet ne nous pousse pas assez à voir ailleurs que dans les productions mainstream que proposent Netflix ou les gros studios hollywoodiens et c'est bien dommage. Heureusement depuis peu, on peut retrouver des classiques du cinéma comme les films de Truffaut ou de Chaplin sur Netflix et c'est déjà une très bonne porte d'entrée vers un cinéma dit d'auteur. Mais la question que l'on peut se poser, c'est pour combien de temps resteront-ils sur la plateforme, car le streaming n'est pas éternel mais il est bel et bien éphémère. Si je devais terminer par un dernier conseil, allez chercher par vous-même des films dont vous n'avez jamais entendu parler.
car être cinéphile, c'est avant tout pousser sa curiosité. À très bientôt pour parler de cinéma. Please don't